Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro. Aujourd'hui, une émission consacrée à la corrida. Donc, dans les studios, nous avons François Romarin, bonsoir, et Claude Lenormand. Bonsoir. Et moi-même, Aliénor Thibault. Donc, nous allons discuter de la corrida. Donc, la corrida qui vient d'être classée patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, on est un petit peu quand même dans l'actualité. Beaucoup de personnes s'en offusquent. Alors, ce soir, ce que nous allons tenter de faire, c'est d'expliquer ce qu'est la corrida. Donc on va pas faire de débat stérile, je suis pour la corrida, je suis contre la corrida, chacun se forgera son opinion à la fin de l'émission. Voilà, nous allons simplement tenter de vous expliquer ce qu'est la corrida, sachant que nous sommes quand même tous amoureux des taureaux autour de cette table. Donc avant de commencer, une petite présentation de la corrida, qui est donc une tradition qui est, donc comme toute tradition, localisée, donc dans l'Espagne, dans le Portugal, dans le sud de la France, et qui, avec les Espagnols, a également été exportée en Amérique du Sud et qui a pris une dimension très importante maintenant, notamment au Mexique. Mais il faut savoir qu'avant, la zone d'influence était quand même plus large, puisqu'en Italie, il y a quand même une grande tradition taurine. Les papes ont même organisé des corridas sur la place Saint-Pierre. Et en France également, puisque Napoléon III avait organisé des corridas à Vichy ou à Paris. Voilà, donc c'est quand même la corrida est un affrontement qui est typiquement européen, parce que le taureau exprime la force du divin, et ce dépassement de la force du divin est un art qui est typiquement européen. On peut également dire que la tauromachie est une survivance dans notre monde moderne de lointains rites sacrificiels, dans des sociétés où la mort n'était pas du tout aseptisée comme elle peut l'être maintenant. Et c'est vrai que ça peut sembler un petit peu étrange de voir la corrida et d'aimer la corrida, parce que c'est un art et une tradition qui est étrange dans notre monde moderne. Donc on va essayer de découper l'émission en trois parties. D'abord de parler un petit peu de la tauromachie et de la corrida, puisqu'il n'y a pas que de la corrida dans la tauromachie. Parler ensuite du déroulé de la corrida, comment est-ce que ça se passe concrètement, et puis ensuite on parlera un petit peu de tout ce qu'il y a autour de la corrida, notamment au niveau artistique et littéraire. Donc Claude, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la tauromachie, donc c'est-à-dire des différents combats avec le taureau? Alors déjà, tauromachie et corrida sont deux notions différentes. Mais en préambule, je voudrais dire deux mots. Il y a deux sujets qui excitent les passions, où que ce soit. C'est le conflit israélo-palestinien et la corrida. Dans n'importe quelle conversation entre amis, où que vous soyez, si vous lancez un de ces deux sujets, immédiatement vous allez avoir des positions clivées dans un sens ou dans l'autre. Donc la corrida, c'est nécessairement un sujet passionnel. C'est vrai. Corrida et tauromachie. Je laisserai peut-être François Romarin parler un petit peu plus de la corrida formelle, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de jeux autour du taureau qui ne sont pas des jeux qui sont corridas. Quand même un petit peu des affrontements. Il y a toujours cette notion d'affronter le taureau, même pas si forcément. jeu, non. Non. Il y a même des jeux qui sont même le contraire. C'est pas un affrontement puisqu'il s'agit d'éviter le taureau. Les courses landaises, les courses. Alors peut-être expliquer un petit peu pour nos auditeurs qui connaissent pas. Bon, alors la course landaise, par exemple. Il y a différents types de courses landaises, mais on va essayer de simplifier un petit peu. La course hollandaise, vous avez des vaches, ce qu'on appelle des vaches braves, mais enfin c'est déjà des bestiaux qui pèsent quand même 200-250 kilos et qui sont extrêmement impétueuses, et puis des taureaux aussi. Et vous avez des rasetteurs, c'est-à-dire que les vaches ont des espèces de cocardes entre les cornes ou sur les côtés, et il s'agit avec un raset. Ça c'est la course camarguaise par contre. La course camarguaise ? Oui, ça c'est la course camarguaise. C'est peut-être la camarguaise. Il s'agit qu'un raset d'attraper cette cocarde. Donc autrement dit, il faut aller le plus vite possible près du taureau ou de la vache, prendre la cocarde et s'en aller le plus vite possible. Donc là, c'est pas un affrontement, c'est un évitement. C'est vrai, d'accord. Il faut ajouter aussi que pour la course camarguaise, il y a tout le public qui participe, puisqu'il y a quand même une notion de surenrichissement de la cocarde qui a un prix, et que le prix grimpe au fur et à mesure que le temps passe, et si le taureau est vraiment difficile justement à éviter ou à attraper la cocarde, au fur et à mesure, ça prend de plus en plus de prix. Alors c'est vrai, je faisais la confusion avec les courses landaises, il y a aussi différents types, mais vous avez des jeux avec le taureau où on saute par-dessus le taureau avec ou sans perche. Et il y a des compétitions qui sont absolument magnifiques, qui sont des compétitions de gymnastique où on fait un double saut périlleux au-dessus du taureau.
saut de l'ange au-dessus du taureau. Là c'est pas du tout un affrontement. Il s'agit de faire une figure imposée. Ça s'appelle des écarts, d'ailleurs. Donc il faut vraiment, ça s'agit vraiment d'éviter. Alors il y a aussi toute la vie autour du taureau, puisque par exemple en Camargue, ou dans tous les endroits où il y a des taureaux, il a fallu à chaque fois les amener des prés jusqu'à la ville quand on voulait avoir des taureaux en ville. Et donc il y a tout ce qu'on appelle les ancières ou les abrivades, donc qui consiste à amener les taureaux du champ à la ville, et qui maintenant donne lieu à des jeux, puisqu'il s'agit, notamment je pense à la Camargue, où il s'agit de faire échapper les taureaux. Donc vous avez les chevaux qui encadrent les taureaux et le but des gens autour est d'arriver à écarter les chevaux pour faire partir les taureaux. Donc un jeu un petit peu entre les cavaliers et la population autour. C'est le principe de l'encierro de Pampelune, qui est d'une tradition très ancienne et qui vient du verbe espagnol fermer, cerrar. Et c'était tout simplement autrefois les taureaux n'étaient pas transportés ni par camion, ni par voie de chemin de fer, étaient transportés par le chemin, entourés par des cavaliers, des cow-boys, si vous voulez, puisque ça tout le monde connaît ce que c'est. Et c'est ainsi qu'est né l'encierro de Pamplona, qui est maintenant avec des gens qui amènent les taureaux en courant avec un journal jusqu'à l'entrée des arènes. Voilà. Et qui est très réputé parce que dangereux, c'est ça ? Dangereux, et c'est dangereux parce que c'est les taureaux qui vont être taurés dans l'après-midi. Alors, ce qui n'est pas très bon pour les taureaux, ni pour le torero après, mais cette tradition existe, je pense qu'elle... Alors, explique-nous pourquoi est-ce que c'est pas bon pour le taureau ? Surtout pour le torero, parce que, contrairement, par exemple, aux courses camarguaises ou aux courses landaises, où là, c'est du bétail qui a déjà vu l'homme, qui a déjà été tauré, si on peut dire. Bon, les vaches landaises sont tenues par des grandes cordes, ce qui fait que ça évite. Dans la course camarguaise, il y a quelque chose qui se rapproche un petit peu de la tauromachie, c'est-à-dire à la fois les sites, c'est-à-dire appeler le taureau, et à la fois les quittes, c'est-à-dire le distraire. Ça se rapproche un peu plus de la tauromachie formelle, mais c'est du bétail qu'on remet le dimanche suivant. Le taureau de combat, dans les corridas formelles à l'espagnol, comme on appelle, lui doit être tout neuf, limpio, comme on dit, propre. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il ait été toréé, parce que s'il a été toréé, il va deviner plus facilement ce que l'homme va faire. Il va apprendre. Il va apprendre. Alors ça veut dire que le taureau de combat n'a jamais vu l'homme... Si, il a vu l'homme, parce qu'il voit les vaqueros, les bouviers, voilà en français, je cherche le nom en français, les bouviers qui s'occupent de lui, qui le mènent d'un package à un autre package, mais il n'a jamais été tauré, parce que la tauromachie, c'est le principe, le tissu, la moulette ou le capote, c'est-à-dire la cape, est un leurre. Voilà, c'est pour tromper le taureau. Donc et le taureau apprend, déjà il apprend, une corrida dure à peu près 10 minutes par taureau, et suivant le type de taureau, le taureau peut apprendre et deviner que derrière le tissu, il y a l'homme. Donc il y a un moment où le tissu va moins l'intéresser que l'homme. Mais tout ça dépend des élevages, dépend du type de taureau. Hein. Les 10 minutes par taureau, François Romarin, là vous êtes un peu juste, hein. 20, 15 Théoriquement, mais bon... Alors, on reviendra peut-être sur le déroulé exact de la corrida. Il y a des tirs qui s'allongent, il y a des tirs qui se raccourcissent, mais enfin bon... On en reparlera peut-être. On en parlera certainement après, mais je voulais revenir un petit peu sur la fête qu'il y a à chaque fois autour du taureau. Vous avez déjà participé à des fêtes dans le sud-ouest, je pense, notamment Dax, Vic-Fezensac. Votre nez touche le micro, François. Oui, son nez s'allonge là d'une manière démesurée. Est-ce que vous nous racontez un petit peu comment ça se passe, Claude, François ? Alors, moi je vais parler de ce que j'aime le plus. C'est-à-dire Vic-Fezensac. Alors Vic-Fezensac, d'abord personne ne sait où c'est, c'est dans le Gers. C'est un tout petit bourg qui doit avoir 3500 habitants, avec une plaza de 7000 places. Ce qui est donc quand même, plaza, c'est une des arènes. Oui, c'est des arènes. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Les endroits l'endroit où va se dérouler la corrida. Donc c'est un lieu très improbable, c'est très moche. Vic, c'est à côté de villes taurines comme Arles ou Nîmes qui sont magnifiques, Vic, ça n'a pas de charme particulier. Mais ce qui est intéressant à Vic, c'est l'ambiance, qui est d'abord une ambiance bon enfant, qui est une ambiance, j'allais dire, paysanne.
contrairement à Nîmes qui devient une ambiance people ou un peu bourgeoise. Et Vic, c'est l'endroit où en plus où on trouve du taureau, c'est-à-dire des taureaux durs. Alors il n'y a pas de grandes vedettes qui viennent à Vic, où il n'y a plus de grandes vedettes, de très grandes vedettes, parce qu'ils ne veulent pas être devant des taureaux durs. Ils l'ont été quand ils étaient jeunes. Je vois François Romarin qui est en désaccord. Oui, mais si on s'adresse à des néophytes, ça va être un petit peu difficile comme conversation. C'est pas qu'ils veulent pas taurer à Vic, c'est pas qu'ils veulent pas ce genre de taureau, c'est que ce genre de taureau ne leur permettra pas d'exprimer leur art, d'exprimer ce qu'ils savent faire au mieux. Parce qu'il y a différents styles peut-être de torero qui... Bon, oui. Revenons à l'ambiance de la fête. Bon, Vic, je dirais que pour moi, c'est la fête campagnarde. Nîmes, c'est la grande fête bourgeoise, et Arles, c'est la fête dans une grande ville romaine. D'accord, et donc qu'est-ce que c'est l'ambiance? C'est la musique? C'est les bodegas? Bon, alors je dirais, hélas, c'est l'alcool. Donc j'ajoute hélas, parce qu'il y a quand même quelques excès qui parfois viennent gâcher la fête. Bon, c'est la danse, c'est le chant, c'est la musique, c'est la joie d'être ensemble, et au fond, c'est la joie d'un peuple qui se retrouve lui-même. Et après, je dirais, d'une manière générale, quelle que soit la ville, le plus souvent, c'est, je dirais, l'union des vieux, des jeunes, des intelligents et des imbéciles. D'accord. Vous avez une feria particulière que vous appréciez particulièrement, François? Moi, c'est Séville. Séville. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, l'ambiance là-bas. Séville, je dirais que pour un aficionado non vicois, c'est le temple de la tauromachie, quoi. C'est peut-être avec Madrid aussi, mais je préfère quand même Séville parce que le public est plus bon enfant. Séville, oui, c'est là où on peut voir les plus belles choses en art tauromachique, pour la bonne raison qu'il y a un public de connaisseurs. Les toreros savent qu'il y a ce public-là, donc évidemment ils s'appliquent beaucoup plus. Si torer, je ne sais pas, à Marbella, dans une arène où il y a 200 Français, 200 Belges, 200 Allemands, peut-être moins envie ils vont moins s'appliquer parce qu'ils savent que de toute façon le public ne verra rien, il ne comprend rien. Donc voilà, donc pour moi c'est Séville, parce que Séville, bon, en plus il y a un rituel, c'est la seule arène où la musique joue d'elle-même, c'est-à-dire le chef de musique, quand il voit que c'est bien, il décide lui-même de faire jouer la musique. C'est pas la présidente. Ce qui est un péché à Madrid. À Madrid, il n'y a pas de musique, donc comme ça, ils ont résolu le problème. Mais voilà, bon, donc j'aime Séville, et je dirais que mes goûts tauromachiques sont des goûts plutôt sévillans, quoi, voilà. Et il faut ajouter que les arènes de Séville sont absolument magnifiques. Je pense les plus belles du monde. Alors peut-être avant de parler de la corrida, ce que nos auditeurs attendent peut-être certainement, on va parler un petit peu plus de la vie du taureau. Comment est-ce que ça se passe, les ganaderia? Qu'est-ce que c'est une ganaderia? Comment est-ce que le taureau est élevé? Comment est-ce que le trajet du taureau du moment où on va être pensé entre guillemets jusqu'à l'arène? Bon, alors une ganaderia, c'est un élevage de taureaux. Ces taureaux sont en général dans des grands territoires. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. On dit 1 hectare par taureau, c'est vrai? Oui, des fois plus et des fois moins. En gros, c'est à peu près... Oui, mais un peu plus même, normalement. Oui, plutôt plus quand même. Plutôt plus. Bon, alors après, ça dépend. Il y a des élevages très commerciaux qui ont beaucoup de bétail, et ça a tendance à densifier. Et alors, comment est-ce qu'on choisit le taureau pour qu'il soit dans l'arène? Comment est-ce que ça se passe? D'abord, ce qu'on choisit, avant de choisir le taureau, on choisit les vaches. C'est-à-dire qu'on fait une sélection sur les vaches. Donc les mères des taureaux. Voilà, les mères des taureaux. C'est la vache qui fait le taureau. Voilà, je ne vais pas expliquer ce que c'est. On les essaie.
dans une petite arène, et l'éleveur, suivant les critères qu'il veut donner à son élevage, va demander telle ou telle action sur la vache pour prendre des notes sur le comportement. Ce qu'on appelle une tienta. Voilà, essayer en espagnol, le tente c'est essayer. Donc, on sélectionne d'abord les vaches. Il y a aussi des taureaux qui sont ce qu'on appelle sementales, c'est-à-dire reproducteurs, qui ne font que ça. Eux ne seront jamais toréés. Ensuite, ils tiennent des carnets de ce qu'ils appellent reata, c'est-à-dire la lignée un petit peu. C'est-à-dire qu'un éleveur va savoir vous dire ce taureau-là, sa mère c'était telle vache, avant ça c'est celle-là. Ils connaissent toute la lignée des élevages. Donc c'est pas un hasard un taureau. Non, c'est le hasard et la nécessité. C'est le hasard et la nécessité. C'est comme les élevages de chevaux, hein. Il y a toujours une part de hasard quand même. Il y a toujours une part de hasard, mais on peut dire qu'à partir d'un animal sauvage, l'homme a fabriqué le taureau de combat. Mais comme il a fabriqué la poule Orpington ou la viandotte, comme il a fabriqué l'épagnol papillon. Mais à partir de l'auroch, à partir quand même du Bos ibericus qui était le taureau sauvage. Le taureau sauvage. Voilà. Ensuite, ces taureaux suivant leur âge, on leur donne des noms différents. C'est-à-dire, s'il a 1 an, c'est un uneral. S'il a 2 ans, utrero. S'il a 3 ans, novillo. Alors, le novillo sert à toréer des novilladas qui permettent à des jeunes toreros de se former et après de devenir toreros. Et en corrida, c'est un taureau qui a 4 ans. D'accord. Bon, très bien, on va faire une petite pause musicale avec une chanson un petit peu de feria, J'irai de Pampelune jusqu'à Bayonne. Une troupe de pèlerins marchant des Landes aux Pyrénées. Yo! Et on fera une série de sauts. Je ferai le plus grand pèlerinage.
donc de retour dans les studios de Méridien Zéro pour cette émission consacrée à la corrida. Donc avec nous, François Romarin et Claude Lenormand. Donc on a parlé un petit peu de tout ce qu'il y avait autour du taureau. Et Claude, vous aviez quelque chose à rajouter peut-être ? Oui, on a parlé de la vache, mais on n'a pas parlé assez. De même que chez l'humain, on sait que ce sont les femmes qui transmettent les traditions, mais chez le taureau aussi. C'est la vache qui donne la bravoure. Et on s'intéresse plus au fond à la vache qu'au sémental. Maintenant, faut s'imaginer ce petit veau qui vient de naître. Il se met à peine debout. Au bout de quelques minutes, il charge. C'est-à-dire que si quelqu'un s'approche de lui, dès qu'il est debout, donc il a vraiment l'agressivité il charge. dans le sang. Ça veut dire qu'il a été sélectionné pour défendre son territoire. C'est pas la vache que vous allez rencontrer chez moi en Normandie ou dans le Limousin. C'est un taureau qui a été sélectionné d'une manière particulière. Alors quels sont les critères pour lesquels sont sélectionnés les taureaux ? La bravoure, l'agressivité Alors, d'abord, ce qu'on sélectionne, c'est la vache. Bon, après, on reviendra peut-être avec François Romarin sur le sémental. Il existe aussi des tientas de mâles. Hein. Oui, aussi. Oui, mais on sélectionne la vache. Qui sont faites d'une manière complètement différente. Mais c'est vrai que c'est très différent, et ça, je connais moins bien. Donc, François Romarin pour en parler. Une tienta de vache, il y a toujours la pique, c'est-à-dire de voir comment la vache se comporte à la pique. C'est primordial. Si elle attaque le cheval, si elle attaque le cheval avec le piquero. On va quand même préciser pour nos auditeurs que le cheval est parfaitement protégé et ne risque rien. C'est important. Absolument. Et on voit si la vache, il revient une fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite, on la traite un peu à la muleta pour savoir comment la muleta, c'est ce carré de tissu qui est de couleur rouge, mais le taureau tenu par un morceau de bois, et le nom, parce que muleta ça veut dire béquille en espagnol, donc c'est le nom du morceau de bois qui tient le tissu. C'est rouge, mais le taureau ça lui est indifférent parce qu'il est daltonien, donc ce qui compte c'est le mouvement de la muleta. Suivant le comportement de la vache à la muleta et à la pique, eh bien à ce moment-là elle sera reproductrice ou pas. Et alors on décide quoi est-ce qu'elle va être reproductrice, mais ensuite quelles vont être les qualités d'un bon taureau ? Alors, on va finir peut-être un peu avec la tienta, c'est-à-dire que, effectivement, elle va à la pique ou elle va au tissu avec la muleta, mais tout ça selon les consignes de l'éleveur. C'est-à-dire le ganadero dit au piquero ou au torero de faire telle et telle chose pour savoir s'il veut admettons qu'elle ait une charge plus longue, s'il veut qu'elle humilie plus, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, humilier baisser la tête pour prendre le tissu bien au milieu, dans la panse de la muleta, comme on dit. Donc, chaque éleveur a des critères qu'il sélectionne ou qu'il ne sélectionne pas. Pour en revenir au tienta de mâles, les essais sur des mâles sont faits. C'est même un genre de sport, d'ailleurs, on appelle ça acoso et deribo. Deriber, c'est-à-dire c'est à cheval, avec une pique, et les cavaliers piquent le taureau au début de la queue et le font tomber. Ils le déribent, déribar c'est le faire tomber. Et là sont notées les facultés du taureau, donc du mâle, à se relever très rapidement et à repartir. D'accord, oui, donc c'est quand même particulier. Voilà, donc il y a aussi mais les tientas des matchs, enfin les essais sur les mâles, c'est moins souvent que les essais sur les vaches, quoi, hein. Mais je voudrais revenir, moi, à mon veau, là. Parce qu'on l'a oublié, il est à peine né, il est déjà très agressif, et il va avoir une vie formidable. C'est-à-dire que pendant 3 ans, 4 ans, voire plus, parce qu'il y a des corridas de taureaux de 5 ans, il va vivre dans une totale liberté. Avec d'autres taureaux sur des centaines ou sur des milliers d'hectares, avec le moins de contact possible avec l'homme, un peu de temps en temps. Ce qui est quand même différent de la vie en batterie pour les bœufs qui seront ensuite menés à l'abattoir. Je ne sais pas si on demandait la vie aux bœufs à l'abattoir, s'ils préféraient pas être taureaux en liberté, mais enfin, à mon avis, la réponse n'est pas très difficile, et c'est intéressant. Car si on s'intéresse on doit s'intéresser, je dirais, à la dignité des animaux,
la dignité du taureau qui a été élevé en pleine liberté pendant 4 ans, elle est sûrement plus respectée que celle du malheureux veau en batterie qui a été nourri de force pendant 2 ans dans quelques mètres carrés. Très bien, oui, donc c'est vrai qu'on oublie souvent la vie du taureau avant la corrida qui est quand même très bien. Donc on va en venir un petit peu aux arènes. Une fois que le taureau est dans l'arène, donc au déroulé de la corrida, comment est-ce que ça se passe vraiment ? Voilà, bon, alors il faut expliquer ça. On aurait peut-être dû même l'expliquer avant de parler des tientas, parce que on explique les tientas avec la pique, mais on n'a pas expliqué à quoi servait la pique. Alors bon, déjà première chose, une corrida se déroule en 3 tiers, pour faire très rapide. Donc le premier tiers qui est finalement le tiers de la pique, le deuxième tiers, le tiers des banderilles, et le troisième tiers, le tiers de la mort. Bon, mais à l'intérieur de tout ça, on va un peu combler. Voilà. On va un peu combler, c'est-à-dire que dans un premier temps, le taureau sort dans l'arène. À partir de là, tout ce qui va être fait, je dirais, dans ce premier tiers, sert au torero à noter le comportement du taureau. Donc le torero est vraiment un fin connaisseur du taureau, alors. Et il vaut mieux, oui. Il connaît vraiment. Non, c'est vraiment un amoureux du taureau qui connaît, qui sait comment ça se passe. Pas mal d'anti-corrida disent souvent, oui, mais le taureau n'a pas ses chances. Si c'est moi ou Claude en face de moi, le taureau, il a toutes ses chances. Avec moi, c'est sûr. Et nous, aucune. Dire le taureau n'a pas ses chances parce qu'il y a affaire à quelqu'un qui sait, qui réfléchit, qui étudie son comportement. Des fois, pas toujours, ça marche pas toujours, mais enfin, voilà, sinon c'est pas possible. Hein. Donc, ce premier tiers permet au torero, je me répète, d'enregistrer le comportement du taureau pour savoir ensuite comment il va pouvoir le torer avec la moulette et arriver à le tuer dans des bonnes conditions, c'est-à-dire le tuer le mieux possible et le plus efficacement possible et évidemment dans les règles. Alors juste avant, François, avant qu'on parle plus du premier terce, qu'on explique un petit peu le monde de l'arène. Donc d'abord le paseo, comment est-ce que ça se comporte, comment est-ce que ça se passe une corrida pour quelqu'un qui n'y est jamais allé. Donc c'est-à-dire le paseo, c'est la promenade, ce qu'on appelle en espagnol. Voilà, en termes de tauromachie, c'est marrant parce que les Espagnols utilisent beaucoup de diminutifs, on dit paseillo, comme si c'était le petit paseo, on dit le paseillo. Voilà, bon, mais c'est simplement l'arrivée des toreros et qui sont avec leur quadrilla, donc leur quadrilla, leur équipe. Chacun leurs 3 peones et 2 picadors. Donc les peones, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Les peones, c'est les aides, les aides qui permettent à la mise en suerte, enfin qui mettent en place le taureau déjà quand il rentre. Juste un peu avant la pique, qui l'appelle, qui le sollicite, justement pour qu'on voit le comportement qu'a ce taureau. C'est-à-dire que déjà dès la sortie, il y a quelques comportements de base qui permettent de voir si un taureau, comme on dit, est bon ou mauvais, mais enfin, va favoriser le taureau ou non. C'est-à-dire un taureau qui sort en marchant et en regardant en l'air, on va dire que ça part pas très bien. Si après, quand il est sollicité, donc appelé par les peones qui sont derrière le burladero. Donc qu'est-ce que le burladero, c'est la sainte rouge, la sainte en bois qui délimite l'arène. C'est la planque. Voilà. Et derrière, et entre donc le mur des arènes et ce burladero, se trouve ce qu'on appelle un couloir, le cailleron, où là il y a. Peuvent se réfugier. Le burladero, c'est là où on se cache quand vraiment. Voilà, où les journalistes qui veulent parler de la corrida. Voilà. On peut également parler des arénaires qui s'occupent de nettoyer les arènes, etc. Donc il y a tout un monde quand même qui tourne autour. Il y a ce qu'on appelle le train d'arastre, enfin, c'est-à-dire ceux qui tirent le taureau une fois qu'il est mort, c'est-à-dire souvent c'est des mules très décorées qu'on fouette avec grand bruit pour que ça fasse spectacle. Il y a des cloches, enfin voilà. Si le torero taurait bien, il a la musique. Alors là, au niveau de la musique, comment c'est donc une peña, comme on appelle ça ça dépend. Dans le sud. En général, c'est la bande, enfin c'est l'orchestre des arènes.
Voilà, il y en a qui sont très réputés. Par exemple, l'orchestre de Séville est réputé pour jouer divinement, ce qui est vrai. À Jerez, il joue excellemment. Non, très bien, excellemment. À Madrid, encore mieux, puisqu'il n'y en a pas. Il ne joue pas. Voilà. Bon, à Pamplune, c'est plutôt le bruit des peñas. Et alors... ça, c'est uniquement quand le torero torait bien dans sa faena de muleta. C'est-à-dire, c'est une sorte de récompense. Alors pour continuer un petit peu le tour d'horizon des arènes, il y a aussi la présidence, qu'on oublie souvent. Donc la présidence... c'est pas drôle. C'est pas drôle d'être président, parce qu'en général, quand on est président, on se fait engueuler. Alors qu'est-ce que c'est être président Quel est le rôle du président dans les arènes ? D'abord, il y en a un autre qui est une espèce de gendarme, c'est ce qu'on appelle l'alguacil. C'est celui qui... Donc lui, il est sur la piste. Lui, il est sur la piste et il est censé, je dis bien censé, faire respecter tous les règlements taurins, ce qui fait plus ou moins bien. Bon, et le président, il prend des décisions importantes. Par exemple, c'est lui qui va décider si on change le taureau ou pas. S'il sait... Il ne communique que par mouchoir. Voilà, il ne communique que par mouchoir. Donc c'est important de donner un peu l'ambiance. Oui, il y a toute une symbolique. Le président n'a pas un micro dans lequel il parle en disant maintenant... Alors c'est des couleurs de mouchoirs. Mes chers spectateurs, voilà ce qui va se passer. Pas du tout. Bon, il sort un mouchoir vert. S'il sort un mouchoir vert, ça veut dire qu'on change le taureau. D'accord. Qu'est-ce que c'est les autres couleurs ? Alors qu'est-ce que ça peut signifier ? Mouchoir bleu, c'est tour de piste au taureau une fois qu'il est mort, c'est-à-dire qu'il a eu Vuelta au taureau, c'est-à-dire quand il a eu un très bon comportement. Et mouchoir orange quand le taureau est gracié. Donc il sort rarement. En ce moment, c'est un peu la mode, ça sort. Et il y a aussi des mouchoirs blancs. Les mouchoirs blancs, ça c'est pour les oreilles, pour les récompenses au taureau. Et qui servent aussi à changer de terre, à passer. À changer de tir, oui. Voilà. C'est un jeu de mouchoirs aussi, la corrida. Ok, donc on va parler un petit peu plus donc, du premier tercio. François, vous commencez à nous en parler tout à l'heure. Oui, donc c'est c'est le test qui permet au torero de voir quel va être le comportement du taureau. Alors, peut-être avant, faudrait-il expliquer comment se passait la corrida autrefois. C'est-à-dire, je dirais, jusque dans les années 30, même plutôt les années 20, où il y avait 2 tirs qui comptaient, le premier et le dernier, c'est-à-dire les piques, tercio de pique, et ensuite la mise à mort. Il ne torait pas, on ne cherchait pas à faire passer le taureau, très peu, on chiffonnait comme ça, mais il n'y avait pas vraiment d'art tauromachique. Donc c'est récent l'art tauromachique alors ? 1928, par là. Oui, enfin, la manière moderne de toréer, c'est Juan Belmonte, et donc c'est la fin des années 20, quoi. Bon, c'est peut-être difficile à expliquer, parce que... Enfin, non, c'est facile à expliquer, mais je ne sais pas si les auditeurs comprendront bien quand on ne connaît pas. C'est un changement complet, c'est-à-dire qu'avant, on faisait passer le taureau comme on pouvait, sans essayer de dessiner quelque chose. De tirer quelque chose du taureau. D'abord, c'était très difficile parce que les taureaux étaient souvent manso, enfin, c'est des taureaux... peureux, on dit ? Peureux, oui. Mais un taureau peureux est peut-être plus dangereux qu'un taureau brave, justement parce qu'il a peur. Oui, bon, enfin, je suis moyennement d'accord, enfin, un peu d'accord, mais pas tout à fait. Mais on y reviendra. Oui, donc, on ne faisait pas de passe, on n'exécutait pas tout le répertoire qu'on exécute aujourd'hui. Techniquement, les toreros étaient moins bons, alors certainement plus courageux, parce qu'il fallait arriver à tuer ces mastodontes, parce qu'en général, ils étaient très gros, avec des cornes plus grosses, des berceaux plus importants, des comportements de tête pas très clairs, donc c'était mais voilà, ça ne toréait pas, quoi. Ça passait vaguement, et alors il y avait 15 piques, 18 piques, et il y a une époque où le picador était plus la vedette que le torero, quoi, que le maestro. Aujourd'hui, tout ça a changé, c'est complètement différent. Mais le tercio de pique a toujours son importance, dans le sens où, à 80 voire 90%, le comportement que le taureau a au cheval est le même comportement qu'il aura à la muleta. C'est-à-dire que si c'est un taureau qui vient de loin au cheval, certainement qu'il viendra de loin dans la muleta. S'il sort tout seul, c'est-à-dire s'il ne reste pas sous la pique, s'il sort tout seul, c'est-à-dire qu'il est un peu peureux, on va dire, certainement qu'il le sera tout au long de la faena de muleta. Donc ça a quand même toujours son importance. Oui, on parle de toreo, alors
c'est pas facile de déterminer ce que c'est que vraiment, c'est toute la manière de s'occuper du taureau. Le toreo, c'est l'art de torer. L'art de torer. Il y a un très grand auteur espagnol que tout le monde ne connaît pas, qui s'appelle José Bergamin, qui est mort maintenant il y a une bonne vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus, une trentaine d'années. Qui a écrit beaucoup d'ouvrages il a écrit beaucoup d'ouvrages en général et beaucoup sur la tauromachie en particulier. Et il a une définition de toreo que j'aime bien. Et si vous me permettez, je voudrais vous la dire. Bien sûr. C'est donc une citation de l'art du birli-birlock de José Bergamin. Le toreo est un jeu de pure intelligence où le joueur risque sa vie. À le bien entendre, ce danger gratuit prouve que l'on peut tirer de son expression esthétique, comme de toute affirmation esthétique, une conséquence morale ou immorale. Celle de l'héroïsme à l'état pur, sans utilité. Le toreo est un jeu d'héroïsme ou un héroïsme de jeu, héroïsme absolu. En ce sens, il apparaît comme un sport transcendant, doublé d'une signification esthétique idéale, puisqu'en lui s'affirment physiquement toutes les valeurs esthétiques du corps humain et métaphysiquement toutes les qualités que l'on pourrait dire sportives de l'intelligence. Très beau. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, François ? Non, je connaissais, c'est excellent. D'accord. Alors après, mais pour dire que l'art, ça ne va pas éclairer beaucoup ce que je vais dire, mais c'est pour montrer que ça existe. L'art de toréer, c'est par exemple, si on dit ce torero a du temple. Alors le temple, c'est accorder la vitesse du tissu de la moulette avec la vitesse du taureau, de façon à ce que le taureau, quand il le charge, ne la touche jamais. C'est-à-dire qu'il faut que la moulette soit planchada, complètement plate. Et en même temps, si c'est un taureau qui est un peu impulsif, si on peut dire, essayer de ralentir sa charge. Parce que alors ça a une grande valeur. Ça a une grande valeur esthétique pour les aficionados. Bon, dans ce temple, on peut dire tel torero a du temple. Et on peut dire qu'un autre torero, temple a compass. C'est-à-dire temple en rythme. C'est-à-dire qu'au lieu de templer, au lieu de faire cette action du temple que je viens d'écrire, simplement avec le bras, il l'a fait comme le faisait Curro Romero, qui est un peu entièrement avec le corps. Alors, c'est-à-dire le corps accompagne complètement le mouvement. Alors ce sont des choses que recherchent les aficionados, ou certains aficionados qui voient ça, et ça donne une valeur à l'art de toréer, et ça devient l'art de toréer. On doit peut-être dire ce que c'est qu'un aficionado, c'est celui qui aime les corridas, qui aime les toros. Ok. Quelque chose à rajouter sur le premier terce ? Non, tous les aficionados ne sont pas tous d'accord entre eux sur l'importance à accorder. Oui, parce que peut-être dire à nos auditeurs que deux aficionados sont capables de discuter des heures et des heures d'un petit détail sur lequel ils ne sont pas d'accord. Je pense qu'avec François Romarin, on pourrait tenir 4 ou 5 heures, puisqu'on n'est pas d'accord sur tout. Oui. Mais justement, c'est ça qui est intéressant de montrer à nos auditeurs un petit peu la pluralité des parce que moi, le tertio qui m'intéresse le plus, c'est le tertio de pique. C'est celui vraiment où le taureau montre son courage. Et puis après, ce qui m'intéresse le plus, c'est la mise à mort. Ce qui entre les deux, je dirais que me passionne. Voilà, je déteste pas, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Disons que vous aimez la tauromachie à l'ancienne. Absolument. Voilà, et moi j'aime la tauromachie moderne. Enfin, quand je dis moderne, c'est celle qui commence en 1930. Voilà. Moi je suis de 1928, un peu avant. Chacun sa période. Donc là, on précise encore une fois que le cheval est parfaitement protégé aussi pendant ce terce de pique, parce que la corrida a été très longtemps taxée de très brutale et de très sanglante, parce que justement, avant cette période de 1920, je crois, les taureaux n'étaient pas protégés. Les chevaux n'étaient pas protégés. Les taureaux doivent l'être. Les taureaux, non, c'est vrai. Mais les chevaux ne l'étaient pas, et on mettait toutes les vieilles carnes, entre guillemets, dans les arènes, et il y avait un carnage. Arène sanglante. C'est le cas de le dire. Un carnage de chevaux qui était... Ce qui favorisait aussi qu'il y ait beaucoup de piques, parce que les chevaux étaient plus légers, c'était des rossinantes souvent, maigres et flanquées, pas de protection, alors que maintenant c'est déjà en train de changer puisqu'il y a des nouvelles protections plus légères, mais on va dire ces 15 dernières années, c'est des chevaux énormes, avec des protections énormes, ce qui fait que le taureau
le choc lui fait presque plus de mal que la pique, quoi. C'est-à-dire, il se heurte à un mur, quoi. Et ce qui fait que tout ça a contribué un peu à diminuer le nombre de piques que peut supporter un taureau. D'accord. Et au niveau technique de la pique, donc le picador qui est donc sur le cheval, est-ce qu'il y a un endroit particulier où piquer? Oui, alors picador, c'est pas un métier très sympathique non plus, parce que lui aussi il se fait engueuler. Il y a beaucoup de gens qui se font engueuler dans les arènes. Le président il se fait huer systématiquement, soit parce qu'il est trop indulgent, soit pas assez, généralement pas assez. Et le picador, lui, la foule le hue, parce que bon, généralement les gens ne connaissent pas très bien, parce qu'il doit bien piquer. Il doit piquer dans le murillo, c'est-à-dire dans la partie la plus proéminente, juste après la tête du taureau, là où il y a une masse musculaire forte. C'est pas avec du gras, non? Il n'y a pas du gras? Non, c'est très musclé. C'est très musclé. Bon, alors il y a beaucoup de picadors qui tapent à côté, volontairement ou involontairement. Involontairement s'ils sont pas bons, volontairement si, comme cela peut hélas arriver parfois, le torero lui a peur du taureau, il lui dit tiens, tu vas me l'abîmer un petit peu celui-là, tu vas me faire une pique un petit peu en arrière là. Parce que ça existe quand même. Bien sûr que ça existe. C'est une activité humaine, donc dans toute activité humaine, il y a des tricheries. Hein. Il y a du bien, il y a du moins bien. Mais quand c'est bien fait, dans le murillo, droit, c'est un exercice difficile, et c'est un exercice magnifique, là où vraiment on voit le taureau pousse de toutes ses forces, où il peut d'ailleurs renverser le cheval et le picador. Le cheval et le picador le picador aussi est protégé, je tiens à le préciser. Il n'y a pas que le cheval. Oui, c'est vrai, exact. Voilà, et quand un taureau pousse, bon, évidemment, on dit toujours il met la tête, mais quand un taureau pousse vraiment, il pousse avec les reins. C'est ça qu'on voit quand un taureau pousse vraiment. Il a rebouté sur le rein, et il arrive, pas souvent, qu'un grand taureau qui est vraiment poussé à la pique sorte du cheval, les reins bloqués. Hein. D'accord, donc vraiment ça peut arriver. D'accord, donc c'est-à-dire l'arrière-train paralysé, quoi. Tellement il a poussé fort. Là, on le change. Ok, et donc combien de piques en général? Le règlement, c'est 3 piques. Alors, le règlement, généralement, n'est pas appliqué, il faut le dire. Il y a plutôt 2 piques. Plutôt 2 piques, et même une. Des fois, la monopique. De plus en plus, une seule pique. La monopique qui est un picotasso, c'est-à-dire très petite, parce que les taureaux de maintenant, supportent moins, sont moins costauds. Voilà. Donc une fois que le taureau a été piqué, que le torero a un peu regardé comment ça se passait, etc., et que les picadors sont retournés, sont sortis de l'arène, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors il y a donc le deuxième tiers qui est les banderilles. Bon, donc je suppose que quand même tout le monde sait ce que c'est que les banderilles, tout le monde a vu des cartes postales où il y avait des banderilles, non? Eh bien, des banderilles, c'est un petit harpon qu'on plante sur l'échine du taureau. Voilà. Alors pour décrire peut-être un petit peu plus, c'est un bâton qui se finit par un harpon, voilà, avec des petits morceaux de papier de couleur accrochés. Et par paire. On les met par paire. Je pensais que c'était tellement connu que du coup je sais même plus dire ce que c'est. Donc tout le monde ne vit pas dans les taureaux. Alors ça c'est un moment qui correspond plutôt pour le taureau à un moment de récupération en fait. Parce que après la pique, on lui permet de courir aussi. Il court un peu, il relève la tête, parce qu'après quand il va être touré, on va lui faire, enfin les grands taureaux évidemment, on va lui faire vraiment baisser beaucoup la tête, ce qui épuise un taureau. D'accord. Ce qui le fatigue. Et alors au niveau des banderilles, il y a des techniques pour planter les banderilles? Oui, effectivement il y a plusieurs techniques, mais bon c'est peut-être un peu fastidieux. Oui, ça serait trop technique de l'expliquer. Ce qu'on peut dire, c'est que, bon, en général, c'est les peones, c'est-à-dire les aides du torero qui posent les banderilles, soit il y a ce qu'on appelle les toreros banderilleros qui posent eux-mêmes les banderilles. Alors là, la musique joue, comme c'est le maestro. Alors, c'est en général les toreros qui font ça. Ils jouent leur carrière et leur après-midi là-dessus, c'est parce qu'après, ils savent pas. En général, c'est pas les meilleurs toreros qui posent les banderilles. C'est un peu des toreros acrobates. Voilà. Alors, puis il y a différentes manières de poser, mais on ne va pas rentrer dans. Peut-être juste expliquer un petit peu l'histoire des terrains. Alors, l'histoire des terrains. Alors, l'histoire des terrains, il y avait... Et c'est important de... C'est très important, puis tout le monde n'est pas d'accord.
Puis alors, comme tout dans les taureaux, Allez-y. personne n'est d'accord Alors, sur rien. allez-y. Alors les terrains, on va essayer de De faire... façon un petit peu simple et On va essayer de synthétique. faire simple. Bon, le terrain, jusqu'aux années 50, c'est Claude Popelin, un Français, qui avait établi cette théorie et qui était, en gros, le centre, c'est le terrain du taureau, et les planches, c'est-à-dire le tour de la reine, c'est les terrains de l'homme. Et il affirmait qu'il était difficile de déroger à ces règles et qu'il y avait des terrains que l'homme ne devait pas fouler sous peine de danger. Alors en fait, ce qu'on appelle les terrains, c'est la zone de protection du taureau. Ce qu'il estime, lui, être sa zone de protection. C'est-à-dire un taureau dans un champ, on peut s'approcher, admettons, jusqu'à une certaine distance. Mais qui ne va pas être la même pour tous les taureaux. Hein. Et jusque-là, il ne bougera pas. Et si on franchit cette distance, qu'il estime lui être sa zone de protection, il charge. Mais la tauromachie moderne, étant maintenant très technique, on va dire que les toreros sont meilleurs tous les 10 ans, et ils arrivent à fouler des terrains qui autrefois étaient impossibles et à réduire la zone de protection du taureau. Alors je ne sais pas si c'est bien compréhensible. Il s'approche plus. Ce qui fait que la notion de Claude Popelin, alors je sais qu'il y en a qui la défendent encore mordicus, mais quand on voit comment sont tourés aujourd'hui, qu'on voit même, je sais pas, des Paco Reda, même aujourd'hui, Castella où ils se mettent, bon, la notion de terrain de Claude Popelin avec le... Bon, je pense qu'elle va tomber un peu en désuétude. Elle va tomber en désuétude peut-être aussi parce que les taureaux sont plus les mêmes qu'à l'époque de Claude Popelin. Je précise que c'est une époque que j'ai mal connue. Je suis vieux, mais pas à ce point-là. D'accord, donc la tauromachie évolue de toute façon en permanence avec les taureaux différents, les styles de toreros différents. Oui. Alors, il faut savoir que c'est toujours les grands maestros qui, quand même, influencent les élevages. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand c'était Manolete, donc Manolete, il est mort en 47, donc c'est pas récent, Manolete choisissait ses taureaux. Il avait ses élevages préférés. Et donc, un éleveur est fier. À l'époque, ils étaient fiers. Maintenant, ils gagnent de l'argent. Parce qu'autrefois, changement d'époque. Voilà, autrefois, c'est les riches qui avaient des élevages. Maintenant, on peut gagner de l'argent avec les taureaux. Ouais, ce sont des hommes d'affaires. Más o menos, hein. Oui, mais enfin, bon. En gros. Más o menos. Et donc, les toreros, les grands toreros, voilà. Il y a des types de taureaux qu'ils préfèrent. Hein. Il y a des types de comportements avec lesquels ils tauraient mieux. Donc, ils vont influencer un éleveur pour que l'éleveur sélectionne ou pour que tu me gardes celui-là. Et des fois, c'est même les toreros qui achètent directement les taureaux à l'éleveur. D'accord. Ouais, mais bon, ça, c'est un peu le circuit off. D'accord. Bon, c'est pas quelque chose à rajouter, Claude ? Oui, je dirais que M. Romain a tout à fait raison, c'est comme ça que ça se passe. Les vedettes choisissent leur élevage, et puis même à l'intérieur de l'élevage, ils choisissent les taureaux, ce qui pour moi est une déviation de la pureté. Et ils choisissent même ceux qui vont torer avec eux. Aussi. D'accord. Aussi. Bon, au moins, Ça va jusque-là. Il n'y a plus trop d'inattendus. Alors, est-ce que c'est vraiment une figure du héros ? Alors, Peut-être il n'y a plus trop d'inattendus. Sauf que il y a toujours le risque, quel qu'il soit, même pour le meilleur torero. Manolete, il est mort dans une corrida de seconde. Tous les grands toreros sont morts avec plutôt des petits taureaux. Nimeño 2 est quand même mort avec un Miura à Nîmes. Oui, enfin, Nimeño 2 n'est pas mort directement. Oui. Bon, enfin, il a été grièvement blessé. Bon. Oui. Mais les derniers morts, Paquiri, donc en 85, dans une arène de 3e catégorie. Et Paquiri était un grand technicien. C'est le torero, jamais on aurait imaginé que ça lui arrive à lui. Ouais, mais je crois que ça s'explique très bien, ça. C'est comme l'alpiniste. Hein. L'alpiniste, il ne se tue pas forcément sur le 8000 mètres. Il va faire une course dite de vache, de montagne à vache. Et là, il ne fait pas attention, il chute. Bon, le Guillot, pareil. Il se fait tuer l'année d'après, coup de corne dans le cœur. Peut-être que nos éditeurs ne connaissent pas forcément tous les noms de ces... Oui, bon, pour dire que ça demeure un métier à risque. Oui, voilà. Et Manolo Bienvenida, qui était un grand torero, par une vachette. Oui.
Donc, Comme quoi, il y a du toujours, risque de toute Alors, façon. il y a du risque, oui. Il y a juste un point sur lequel je voudrais revenir, parce que c'est un reproche qu'on fait souvent à la corrida en disant mais au fond c'est pas juste, c'est pas bien, au fond c'est plutôt c'est toujours le taureau qui perd et pas l'homme. Ce qui est vrai. Alors c'est un combat à armes égales et à chance inégale. Bon, c'est pas de moi, hein, j'ai laissé une formule que j'ai trouvée ailleurs. À armes égales, oui, c'est vrai, parce que bon, le taureau, il a ses cornes pour se défendre, et puis le torero, il a son intelligence, hein, et son talent, et son génie. On reviendra peut-être après à la notion de génie. Et à chance inégale. Et je dirais, heureusement, parce que je trouve ça scandaleux, personnellement, qu'on dise, bon, au fond, il y a 50-50, il y a une fois sur deux, c'est l'homme qui est mort, et une fois sur deux, c'est le taureau qui est mort. Je dirais que c'est un raisonnement qui, personnellement, me semble une aberration vis-à-vis de l'espèce humaine. C'est oui, vrai. alors après, petite précision technique, c'est qu'en moyenne, un taureau, ça pèse 450 kilos, et l'homme pèse 70. Donc, voilà. Oui, d'un côté la force, de notre... Voilà. Qui a eu tout un tas autrefois, de jeux taurins, donc c'est-à-dire des taureaux contre des animaux, contre lions, contre tigres, Oui. C'est toujours le taureau qui gagne. Toujours le taureau qui gagne. Hein. Enfin, c'est comme le buffle en Afrique. Hein. C'est toujours le taureau qui gagne. Les lions n'attaquent pas les buffles, sauf les vieux buffles malades ou les bébés buffles. Mais sinon... Donc c'est un animal qui a une agressivité qui est naturelle et... Une agressivité à la fois naturelle et sélectionnée. C'est-à-dire que les taureaux, il arrive parfois qu'ils se blessent, parce qu'ils se battent. Entre eux dans les champs. Entre eux, et qu'ils s'achèvent. Il y a 20% à peu près de Ce qui morts. est assez rare dans le monde animal. Les combats de cerfs se terminent jamais par la mort. Les combats de loups, jamais. Voilà. Les combats de taureaux, oui. Les combats D'accord. de lions, jamais non plus. Où il y a des exemples, l'ombre d'un rapace sur le champ et les taureaux qui chargent l'ombre. Bon, voilà, C'est un animal de combat. Alors pour que nos auditeurs restent un petit peu dans l'ambiance, on va peut-être faire une pause musicale avec justement un extrait, enfin une chanson de la Peña de Chicuelo. Et donc Clavelitos, donc c'est un archi-classique qu'on entend très très souvent dans les arènes quand le torero toré de façon correcte et qui convient au public, au président et à la musique. Donc comme ça, vous serez avec nous par l'ambiance.
retour dans nos studios de Méridien Zéro pour cette émission sur la corrida, avec comme invité François Romarin et Claude Lenormand. Donc on en était resté au deuxième tertio, donc cette deuxième partie de la corrida, puisque je rappelle pour les auditeurs que donc une corrida est découpée en 3 parties. Une avec la pique, une deuxième avec des banderilles, et la troisième, on va torer le taureau et ensuite le mettre à mort. Donc on va parler de cette troisième partie, celle dont on parle le plus, et on sait qu'on oublie souvent les deux premières. Donc ce troisième tertio, tertio de muerte, mais dans lequel il y a tout ce qu'on appelle la faena. Alors qu'est-ce que c'est cette faena? Alors, la faena en espagnol, ça veut dire le travail, tout simplement. C'est-à-dire celui qui coupe le blé fait une faena au blé aussi. Voilà. La faena, c'est le travail qui se fait avec la muleta, le tissu rouge tenu par un bâton. Muleta veut dire béquille. Voilà, qui peut se torer soit de la main droite, soit de la main gauche. Quand c'est de la main droite, on appelle ça un derechazo. Derecha, c'est la droite en espagnol. Et il y a l'épée qui tend le tissu, ce qui fait que le tissu est un peu plus grand. Et de la main gauche, on appelle ça une naturelle, parce que justement, il n'y a pas l'épée, et donc le tissu est moins large. Alors, je rappelle que le tissu sert de leurre, c'est-à-dire, avec ce leurre, le torero dévie la charge du taureau. Il est bien évident que s'il n'y a pas le tissu, le taureau va charger sur l'homme. Alors quand on dit qu'il dévie, c'est-à-dire que normalement le torero se met dans les cornes du taureau pour la charge du taureau. Voilà, il le fait venir sur lui et le détourne avec le bras droit ou le bras gauche selon s'il fait une naturelle ou un derechazo. Ça, ce sont les principes, je dirais, de base. Cette faena est très importante, puisqu'elle amène le taureau prêt pour la mise à mort, cadré, comme on dit, c'est-à-dire dans une certaine position, c'est-à-dire arrêté, pour pouvoir le tuer, parce que sinon c'est impossible. Si le taureau s'en va, il y a des taureaux, on dit manso, qui tournent autour de l'arène, on ne peut pas les arrêter, bon là, ça rentre au corral, on peut pas, le torero a souvent du mal à le tuer. Et alors, il y a certaines choses qui sont importantes que le torero doit, entre guillemets, faire pour bien torer. On parle de ça revient un peu à ce que je disais au début. Ce qui est bien toré, c'est ces fameux temples est très important, c'est-à-dire une vitesse, c'est-à-dire réguler un peu la vitesse du taureau. Alors tout ça, évidemment, dépend du comportement du taureau. Il y a autant comme on de dit, pour arriver à torer comme ça, là, je ne pense pas que Claude me contredise, il faut quand même ce qu'on appelle un taureau un peu collaborateur. Voilà, c'est-à-dire qu'un taureau de Vic, c'est pas possible. Non, avec nos taureaux ne sont pas collaborateurs du tout. Voilà, mais c'est-à-dire que souvent ils ne chargent même pas, donc c'est pas. Bon, allez, on ne va pas se disputer sur Vic et. Non, on le fera après. Voilà, il faut un taureau, comme on dit, que le taureau permette. Ensuite, une fois que le taureau permet, il faut que le torero soit à la hauteur. Et il est plus difficile de torer un bon taureau qu'un mauvais taureau. D'accord. Parce qu'un mauvais taureau, ou un taureau, je dirais, de Vic, on taurait toujours sur la défense. Il devrait y avoir les éclairs qui passent dans le studio entre Claude et François. Je le provoque un petit peu. Je sais. On taurait sur la défensive, c'est-à-dire en reculant, bien souvent, sans se préoccuper de savoir si la muleta est planchada, si on va templer, parce que le taureau le permet pas beaucoup. Ce qui fait que souvent les toreros qui tauraient ce type de bétail prennent des défauts terribles. D'ailleurs, le jour où ils ont un bon taureau, ils passent à côté parce qu'ils ne savent plus taurer. Alors bon, on va quand même rompre cette querelle sympathique pour dire qu'il y a effectivement parmi les aficionados, il y a deux grands camps, en simplifiant à l'extrême. Il y a ceux qui viennent pour les toros, c'est-à-dire on les appelle les toristas. Il y a ceux qui viennent pour les toreros. Si j'ai bien compris, François Romarin est plutôt torerista, il vient pour les toreros. Moi je viens pour les taureaux. Le torero, bon oui, ça m'intéresse. Mais enfin les deux catégories, quand elles vont aux arènes, chacun son tour. Les deux catégories d'aficionados, quand elles vont aux arènes, les deux disent vamos a los toros, on va au taureau. D'acuerdo. Claude, donc sur ces deux catégories, alors, dans ce cas-là, comment est-ce que ça se traduit une faena intéressante pour quelqu'un qui vient pour les taureaux? Alors, déjà, c'est une faena courte. Mais est-ce qu'on met vraiment bien en valeur le taureau alors dans ce cas-là Oui, bien sûr. Dans ce cadre de faena. Une bonne faena, alors, le problème c'est qu'on parlait tout à l'heure de la longueur d'une... combien ça dure une corrida pour un taureau, et François disait 10 minutes, effectivement, il a raison, ça devrait durer 10 minutes.
Mais ça dure de plus en plus, 20 minutes, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'on fait des faenas au kilomètre. Alors, les types, ils tournent en rond, et je te leur mets un coup à gauche, et puis je te remets un an à droite, et puis je te remets encore 2 coups à gauche, puis je t'en mets... Et ça devient interminable, et ça devient... Est-ce que c'est pas esthétique ? Est-ce que ça permet pas de tirer quelque chose du taureau ? Non, ça devient surtout ennuyeux. Alors, ça peut être esthétique quand on a affaire à un grand maestro, bien évidemment. Mais là, en 3 passes suffisent. Parce qu'au fond, quand on vient à la corrida, on vient pour vivre, allez, bon, on va rester 2 heures. Si on a de la chance, on va avoir peut-être 5 minutes ou 10 minutes exceptionnelles. Et puis, si on a de la chance, il va y avoir un moment exceptionnel. Alors, les faenas qui... Mais est-ce que ce moment-là, il vaut pas les 2 autres heures ? Bien sûr. Ah non seulement il y a un proverbe espagnol qui dit heureux comme celui qui va à la corrida, triste comme celui qui revient de la corrida. Parce que généralement, la corrida, l'aficionado, il est constamment déçu. Mais il vient un moment donné, un miracle, où il y a 2 minutes, 3 minutes qui sont exceptionnelles. Et même, est-ce qu'une passe ne suffit pas à être exceptionnelle ? Même si sûr. la faena est longue, elle permet peut-être de trouver... Ouais, généralement, quand la faena est très longue, c'est que le torero, quand même, il s'éternise. Oui, moi, je suis pas pour les faenas longues, non plus. Alors ça, c'est assez récent, je dirais une 15aine d'années. Bon, avec un petit peu des toreros très bons, très techniciens, et mécaniques. Alors, voilà. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils savent torer, oui, c'est sûr, mais alors, il n'y a pas d'expression, et c'est très long, et ça n'en finit pas, et on peut s'ennuyer. On peut s'ennuyer parce qu'il y a une chose qui est centrale dans la corrida, c'est l'émotion. Mm-hmm. Alors, on dit qu'il y a des taureaux et des toreros qui transmettent ou qui transmettent pas. Qui transmettent quoi ? Qui transmettent une émotion. Pourquoi on va à la corrida ? On va à la corrida pour vivre une émotion. Une émotion esthétique. J'hésite un peu, mais j'allais presque dire une émotion religieuse, une communion. Oui. Parce que, même au sens propre du terme de religuer, on est ensemble. Absolument, on est en rond, tous ensemble. Donc il y a oui, c'est vrai qu'il y a un sentiment de communion. Communion. Je dis communion, je crois que c'est le terme le plus juste. Bon, il y a des corridas sans émotion, où il se passe 2 heures. En gros, on dit, il s'est rien passé, puis on reviendra demain, ou on reviendra dans un mois, ou la semaine prochaine. Et il y a, à un moment donné, cette espèce de miracle, quand ce que François appelle le temple, effectivement, quand le taureau et le torero sont en harmonie, mais c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord, parce que moi je pense que le taureau doit être dominé d'abord. C'est d'abord un combat. D'abord pour moi c'est un sport de combat. C'est pas un sport, c'est un art de combat, c'est un rite de combat. C'est un rite où la lutte ne doit jamais être oubliée. Après, ce rite de combat est transformé en acte esthétique, ce qui est autre chose. Mais il doit y avoir un équilibre entre les deux. Ce sentiment d'émotion est quelque chose d'important pour ceux qui aiment les taureaux. Et avant de parler de taureau, d'être pour ou d'être contre, c'est peut-être important d'y être allé, d'avoir senti une fois cette émotion des arènes. On n'est pas obligé d'aimer par ailleurs. Non, pas du tout. C'est très important. Là, c'est vraiment une question de sensibilité. Moi, je comprends très bien quelqu'un qui dit, quelqu'un qui a été, une fois, qui dit, moi je ne supporte pas. Je ne supporte pas la vue du sang, je ne supporte pas ces taureaux qui souffrent, etc. Je comprends, c'est une question de sensibilité. On n'y va pas, et puis c'est tout. Oui, de toute façon, on n'est pas là pour faire un quelconque prosélytisme, simplement pour expliquer ce que c'est et d'expliquer notre amour. Les gens sont d'accord, sont pas d'accord. Voilà, chacun se fait sa propre idée ensuite. Claude a tout à fait raison, c'est avant tout une émotion. D'ailleurs, les Espagnols disent la corrida est grande que si elle est sentiment, uniquement si elle est sentiment, sinon... Tout à fait. C'est pas personne. On va pas voir. Il y a pas de goût morbide. Non. C'est pas du tout ça. Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, non. Aliénor, est-ce que je peux rajouter quelque chose sur l'émotion ? Bien sûr, vous voulez lire quelque chose. Oui, vous savez que moi je suis un fanatique de José Bergamin. Alors là, c'est différent. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'était de 1930. Alors que là, c'est la solitude sonore du Toreo. Je crois qu'il a publié ça. Il est mort en 83, il a dû publier ça en 1990, c'est 50 ans plus tard. Donc là, il parle de la danse, du chant, de l'émotion. Je cite, « La danse et le chant andalou semblent s'unir dans la figure lumineuse et obscure du torero et du taureau.
de la raison et de la passion, de la vérité et de la vie, pour, en définitive, jouer le tout à pile ou face, le tout pour le tout. Aucune représentation figurative comme celle typiquement spirituelle, analphabète du torero espagnol n'assume avec une émotion et une beauté aussi pure le mystère éternellement fugitif de l'art, celui de l'homme même, visage vivant qui est masque de mort. Fin de citation. Justement, en parlant de la mort, on va peut-être maintenant, on va parler de cette émotion qui unit les gens dans l'arène, parler de cette mise à mort. Comment est-ce que ça se passe ? Bon, d'abord, il faut expliquer pourquoi il y a une mise à mort. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais au fond, après tout, la corrida, il y a eu les pics, et puis il y a eu les banderilles, et puis on l'a fait tourner en rond avec la muleta, et puis après tout, on pourrait le lancer rentrer chez lui gentiment et dire, regardez, au Portugal, il les tue pas. Oui, alors, sauf qu'au Portugal, effectivement, il les tue pas dans l'arène, mais il les tue immédiatement derrière, c'est-à-dire à l'abattoir. C'est-à-dire que le taureau, on le sort, et ensuite, on l'emmène à l'abattoir, comme n'importe quel bétail, quel bœuf, puisque de toute façon, ce taureau, destiné à être mangé. Il est destiné à être mangé, c'est normal. On mange, hein, on mange aussi le taureau. De corrida. Donc de toute façon, le taureau sera tué, quoi qu'il arrive. Alors c'est mieux de le tuer dans l'arène, parce que déjà, c'est là où vraiment le torero va s'exposer le plus spécial. Si on y songe vraiment, c'est quand même une chose folle. Qu'un être qui fait entre 70 et 80 kilos se met devant un bestiau qui fait entre 450 et parfois 650 kilos, avec une espèce d'habit un petit peu bizarre de toutes les couleurs, des bas roses, une épée et une muleta, et il se met devant lui et va le tuer avec l'épée. Il y a là une forme de de folie, une forme de, on pourrait dire une forme d'inconscience. Et là, il y a une forme au fond tout simplement de courage. Et de science, parce qu'on apprend à tuer un taureau, et là il y a un moment d'émotion, je dirais même quand c'est une mauvaise corrida, le moment de la mise à mort, le respect que l'on doit au taureau, parce qu'un taureau doit être bien tué. Parfois, c'est pas le cas. Malheureusement pas toujours le cas. Mais et là, généralement, le torero se fait huer par la foule, ce qui est parfois aussi un peu immérité. Oui, alors l'idéal, c'est le taureau, la lame qui s'enfonce droit, juste dans la clousse, qu'on appelle la croix, un endroit très précis. C'est quoi ? C'est gros comme une pièce de 5 francs, les anciens francs. Donc c'est pas. Où est-ce que c'est situé exactement ? C'est pas bien grand, François. La clousse. La clousse, c'est un peu plus gros qu'une pièce de 5 francs. Oui, mais c'est où ? Ça doit être la jointure, là, ce qu'on a. Juste un peu après le rachis, quoi, ce qui fait que quand c'est bien fait et bien droit, après ça rentre et ça va toucher le cœur directement. Et ça provoque une hémorragie foudroyante et normalement le taureau meurt en quelques secondes. Il meurt tout de suite, mais c'est quand même assez rare qu'on y arrive d'une manière aussi magnifique que ça. Magnifique. Alors il faut préciser aussi que pour le torero, c'est le moment le plus dangereux, la mise à mort, parce que comme on dit dans le jargon, il perd la tête du taureau. C'est-à-dire c'est un moment où il ne voit pas la tête du taureau. Et ça, donc il ne voit pas les cornes non plus. Enfin, ici, parce que le taureau doit avoir la tête baissée au moment de la mise à mort. Ça, c'est important. Tout ce que fait un torero, soit au début avec le capote, soit après avec la moulette, il garde bien la tête du taureau. Il la voit la tête et il dit c'est par la tête du taureau qu'il dirige. Par exemple, et le regard aussi, il regarde les taureaux. Quand on demande à un torero qu'est-ce qui l'impressionne le plus dans un taureau, souvent il dit rarement les cornes, il dit le regard. Le regard du taureau. Il y a des histoires célèbres de toreros qui n'ont jamais voulu le tuer. Celui-là, non, il m'a mal regardé, je ne veux pas le tuer. D'accord. Voilà. Donc, et le moment où dommage que ce ne soit pas télévisé, je ferai le geste. Le moment de la mise à mort, voilà, il est comme ça. Il se penche au-dessus du taureau. Je vois François qui fait le geste, mais à mon avis, pour les auditeurs, je ne sais pas si vous le voyez. La moulette à dessous, et ce qui fait qu'il ne voit plus la tête du taureau, donc il ne sait pas où va aller la tête exactement du taureau. Alors il espère qu'elle va aller dans le sens qui lui donne avec sa moulette, mais pas sûr. Mais c'est pas sûr. Il voit pas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au moment de la mort du taureau,
Déjà, le taureau doit avoir les pattes d'une certaine façon pour pouvoir bien avoir les Voilà, omoplates bien écartées. pas comme ça, de façon à ce que les omoplates ne ferment pas le passage, quoi. Voilà, il faut que les pattes soient bien rapprochées pour Voilà, pouvoir... on va dire à peu près parallèle. Le terme, c'est cadré. Il faut que le taureau soit cadré. Avec la tête bien baissée. Et ensuite, c'est vrai qu'on dit que le taureau est vraiment dans les cornes du taureau et est complètement exposé. C'est un moment où il risque... Il doit l'être. Alors parfois, il peut tricher, parce que là aussi, il y a des gens qui trichent, qui se mettent un petit peu sur le côté, qui se mettent pas entre les cornes. Et on parle d'une bonne estocade, puisque c'est comme ça qu'on appelle le geste de tuer le taureau. La bonne estocade doit être dans le berceau des cornes. Voilà, quand le taureau a vraiment pris un risque. Corta y derecha. Courte et droite. L'image, c'est aller vers la mort pour mieux la donner, quoi. Ouais, mais c'est important de bien préciser à nos auditeurs qu'une bonne estocade, c'est quand le taureau s'est vraiment exposé. Et c'est à ce moment-là aussi disons qu'une bonne estocade sans s'exposer, ça ne peut pas exister. Oui. Après, ça peut être une mauvaise estocade, mais une bonne estocade sans s'exposer, c'est pas possible. La règle est faite de telle manière que pour tuer un taureau comme ça, si c'est fait dans les règles, il faut aller dedans. Et c'est là que revient l'émotion, parce que là, je pense que c'est peut-être le summum de l'émotion de la corrida. Bon, là, il y a un silence absolu, puisqu'on va respecter le geste de la mort. Et c'est en ce sens que la corrida est très profondément anti-moderne, parce que nous sommes dans une société qui évacue la mort. On ne veut plus le voir. Qui est complètement aseptisé. C'était terminé. Il n'y a plus d'enterrement, on ne porte plus le deuil, on veut rester jeune toute sa vie jusqu'à 90 ans et ensuite s'évaporer, mais pas mourir. Et c'est en ce sens que la corrida peut apparaître d'un certain sens scandaleuse, parce que c'est vrai que c'est une mise en forme, une représentation de la victoire de la vie sur la mort par la mort. Oui. Et c'est vrai que les gens sont souvent choqués de voir la mort comme ça exposée, alors que finalement la mort fait partie de la vie. Et c'est là où je vais replacer encore une citation. Décidément, je suis bardé de citations, encore en espagnol. Federico García Lorca. Le jeu est théorie du duende. Alors qu'est-ce que c'est que ce duende ? Le duende, c'est le génie. C'est pas, d'abord, ça se traduit pas. Oui. Ça se traduit pas. Enfin, les Portugais disent saudade et les habitants de Genève disent la molle du lac. Voilà, quelque chose. Ouais. Alors le duende, on va appeler ça le petit génie de Socrate. Mais alors, García Lorca écrit des pages sur le duende, mais je vais vous en lire 5 lignes. Allez. On peut tenir la muleta avec sa muse et les banderilles avec son ange et passer pour un bon torero. Mais pour les passes de cap avec un taureau encore vierge de blessures, et au moment de tuer, je souligne, au moment de tuer, on a besoin de l'aide du duende pour toucher au cœur de la vérité artistique. En touchant le cœur du taureau, je touche le cœur de la vérité artistique. C'est vrai qu'il y a des notions, les notions d'art tragique, parce que c'est finalement, on peut peut-être appeler la corrida vraiment un art tragique européen, ce qui est... Oui, et je crois que c'était dit dans la citation de Bergamine, et un art fugace. C'est-à-dire que on peut s'en souvenir, mais on peut y avoir des films aussi, mais une toile, un tableau, mais ça reste, c'est accroché au mur, c'est dans les musées, et je vous garantis, quand on voit un grand torero comme Morante, ou comme j'ai pu voir... J'étais sûr qu'il allait citer Morante. Oui, et il a raison. Et il a raison. C'est un immense taureau qui fait des faenas. Torero. Qui fait des faenas courtes. Exact. Et qui taurait à l'ancienne. Exact. Mais nous sommes on a un point commun, nous sommes tous les deux admirateurs de Morante. Qui est un torero espagnol, je le précise pour... Morante de la Puebla. Voilà, de la Puebla, parce qu'il est du village, d'un village qui est à côté de Séville, qui s'appelle Puebla del Río. Et mais quand on voit ça, ou qu'on a la chance de voir ça, oui, c'est de l'art fugace. Il faut s'en souvenir, le répéter à ses copains. Donc il y a peut-être une poursuite des traditions orales, on se le raconte, on se le dit. Ah oui, c'est très ça aussi. Il y a ce qui se passe après. On en parle. Et on s'engueule souvent aussi, entre aficionados. Et ça, c'est bien. Oui, ça permet de longues soirées sur différents... Alors on va peut-être justement parler un petit peu de la corrida et de l'art. Et justement, avant d'aborder cette partie-là, écoutez une sévillane, puisque c'est vrai qu'il y a tout un monde qui tourne autour du taureau, et notamment cette danse de la sévillane qui est quand même inspirée de la corrida. Donc, retour dans les studios après une sévillane.
Despidiendo la carreta, lloran los pinos en el coto, despidiendo a la carreta, que ya se va poco a poco por el camino de vuelta. Solo se queda el palacio, solo se queda el camino, toda la rabia y el quema, los carriles con los turcos que dejaron la carreta. Todo se va terminando como un sueño que se aleja, pero la blanca paloma y en mi corazón se queda. Cansado pero contento y en los ojos lo he notado. Cansado pero contento y en los ojos lo he notado. Viene el lleno de la gracia, la miente ha derramado bendiciones de esperanza. Perdona todo el que te ofenda, perdona todo el que te ofenda y ayuda al que necesite, que sea siempre un hermano como en el Rocío fuiste. No te afanes del dinero, no te afanes del dinero, confíate siempre a ella, ya verás cómo muy pronto te resuelven tus problemas. Morena, y tras la cara morena viene con sueño y cansado, con alegría y con pena, la marisma y el rocío están marcados con su huella. No sé si ha cambiado por dentro, no sé si ha cambiado por dentro lo mismo que está por fuera, pero si el lunes la viste vendrá ya de otra manera. Madre mía del rocío, voy a portarme en la vía como tú quieres que sea. En el rocío aprendí yo a ser un cristiano de veras. Bonito y triste el camino cuando se viene de vuelta. Cuando se viene de vuelta, bonito y triste el camino cuando se viene de vuelta. Se canta la sevillana bonito como juventa. Por camino y carriles se escucha la sevillana, por camino y carriles se escucha la sevillana que trae la gente de Inés. Y el eco de esos cantares, y el eco de esos cantares, y a la marisma se queda, y a la bien se le pide salud para los años de la. Chers auditeurs, re-bienvenue dans les studios après cette sévillane. Donc, pour cette émission consacrée à la corrida. Alors, une petite précision peut-être, parce que notre ami Sergueï, à la technique dans les studios, nous faisait la réflexion qu'on n'avait pas forcément parlé de l'historique. Et du coup, François Romarin voulait reprendre un petit peu parler, est-ce que c'est vraiment une tradition et un petit peu la tradition de la tauromachie en Europe? Alors, on va faire assez rapide. Tout le monde sait que dès l'Antiquité, il y a des jeux taurins. Il y a des taureaux dessinés dans les grottes préhistoriques, parce que généralement l'homme préhistorique ne dessinait pas les animaux qu'il mangeait, mais les animaux qu'il vénérait. Alors pour faire mon savant, je vous dirais que Mircea Eliade qualifiait le taureau de force génésico-céleste. Voilà. Donc voilà, c'est l'homme s'attribue les pouvoirs de l'animal, il joue avec lui, ou il le combat, ou il le chasse. En Espagne, ça a pris une tournure un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution. L'aristocratie a pratiqué la tauromachie, je dis, à cheval, un petit peu comme une ascèse guerrière, avec un code qui est important, qu'on appelait l'empeño, c'est-à-dire l'engagement, où, selon si le cavalier perdait un gant ou sa cape, il devait descendre du cheval et aller tuer le taureau à pied. Alors, bien évidemment, c'était à qui en ferait le plus, donc ils faisaient exprès de faire tomber un gant, exprès de faire tomber leur cape pour descendre, et ils avaient déjà des aides, des gens qui les aidaient, et le jour où, à partir de l'avènement des Bourbons, c'est-à-dire Philippe V de Bourbon, qui était né à Versailles, c'était le petit-fils de Louis XIV, il ne s'intéressait pas du tout aux corridas. L'aristocratie a délaissé les jeux taurins, donc la tauromachie à cheval,
mais tous les gens du peuple qui aidaient les aristocrates dans la tauromachie à cheval, petit à petit, ont continué, ont repris, et ça a donné la tauromachie à pied. Mais, dernière précision, en parallèle de ce qu'était la tauromachie à cheval pratiquée par l'aristocratie espagnole, et aussi l'aristocratie portugaise, il y avait des jeux populaires avec les taureaux, alors qui étaient des chasses aux taureaux avec des chiens, les taureaux de fouet où on les enflammait carrément. Alors, ce cas, c'est que ça faisait un nombre de morts incalculable. Hein. Et ça Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient... Alors, le taureau finissait par mourir, mais c'était... un carnage. Oui, ben, ça rentrait dans la foule, voilà. Ouais, les hommes aussi mouraient. En masse. Oui, mais non, les hommes mouraient en masse, c'est pour ça qu'après... Ça s'est réglementé au fur et à mesure. Ça s'est réglementé au fur et à mesure. Mais voilà, pour faire une image de synthèse rapide, voilà, c'est les aides des aristocrates à cheval qui sont devenus les taureaux à pied, qui ont fait la tauromachie à pied. C'est un sport, un art populaire. Oui, on peut dire ça. C'est le peuple. Les premiers grands toreros sont d'extraction vraiment populaire. Mais l'image de torero, de grands toreros, permet de franchir toutes les barrières sociales. C'est-à-dire que les toreros étaient... C'est fréquent qu'ils soient carrément les amants de la reine. Hein. D'accord. Et voilà, un grand torero peut épouser la fille d'un grand d'Espagne, d'un très grand d'Espagne, sans aucune difficulté, quoi. Parce que ça permet... le fait d'être un grand torero, voilà... Ouvre les portes de... Ouvre toutes les portes. Alors parce que c'est une sorte de dieu, quand même, un grand torero. C'est un dieu. C'est un dieu, et qui a donc inspiré énormément l'art, puisque on dit que la tauromachie est un art, que la corrida est un art, mais elle a aussi inspiré les arts majeurs, que ce soit la peinture, on connaît d'ailleurs la série Tauromachia de Goya, la sculpture, toutes les sculptures qui décorent les arènes et les places des arènes. Je pense à celle de Nimeño II à Nîmes. Il y en a une à Vic aussi, il me semble, de Ruiz Miguel. Ruiz Miguel, oui. Donc la littérature, on va voir un petit peu ça avec Claude. Le chant aussi, puisque quand même, Carmen, par exemple, de Bizet est complètement inspiré de la tauromachie. Donc beaucoup de musique, le paso doble, la sévillane, etc. Et au niveau de la littérature, Claude, vous voulez nous en dire quelques mots? D'abord, peut-être un petit peu sur l'art en général. La tauromachie en général et la corrida en particulier ont toujours inspiré les artistes. Bon, alors je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes avec Goya, Picasso, Masson, Picabia, même Francis Bacon. Sauf que c'est intéressant quand même pour nos auditeurs. Francis Bacon, pour un peintre plus contemporain. Alors, il faudrait faire toute une émission sur les liens entre le flamenco et Édouard Manet. Entre le flamenco et la tauromachie, mais là il nous faudrait 1h30. Mais au fond, qu'est-ce qui m'intéresse le plus au fond dans la corrida? Pour moi c'est la littérature. Alors ça veut dire, mais il est quand même bizarre cet homme. Il parle de qu'est-ce qu'il y a de littéraire dans la tauromachie. Alors, il y a un écrivain français qui est héritier du surréaliste, Michel Léris, qui a écrit en 1945 un essai qui s'appelle L'âge d'homme. Si vous avez un crayon sous la main et un papier, vous notez Michel Léris, L'âge d'homme. Ça doit se trouver, je pense, en collection de poche. Et toutes les références, on les mettra ensuite sur le blog de Méridien Zéro. Et il y a je dirais un prolégomène à une introduction. Et l'introduction de L'âge d'homme s'appelle « De la littérature considérée comme une tauromachie ». Bon, il y a une citation qui fait une page qui est trop longue, mais ce qui est intéressant, là par contre je vais pouvoir citer, parce que là c'est beaucoup plus court. Au fond, c'est la notion de risque. Pour moi, un écrivain qui ne prend pas de risque, un écrivain qui d'une certaine manière ne cherche pas les cornes, ne m'intéresse pas. Et c'est exactement ce que dit Léris. Il dit ça en 1945. Je cite: « Étant entendu cependant que je distingue en littérature une sorte de genre pour moi majeur, qui comprendrait les œuvres où la corne est présente, sous une forme ou sous une autre, risque direct assumé par l'auteur, soit d'une confession, soit d'un écrit au contenu subversif, façon dont la condition humaine est regardée en face,
ou prise par les cornes. Conception de la vie, engageant son tenant vis-à-vis des autres hommes. Et bon, j'ai 2 passions. Moi, non, j'en ai plus que 2. Mais enfin, la littérature et la corrida vont bien ensemble. Et au fond, si on me demandait ce qui m'intéresse vraiment le plus, aller dans la corrida, je dirais c'est la poésie, la forme de poésie qui se dégage de la corrida. Poion, c'est l'action. Bon, là aussi, Bergamine a écrit beaucoup de choses sur la poésie tragique qui se dégage de la corrida. Il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie moderne où on peut dire, tiens, là, il y a vraiment quelque chose d'essentiellement poétique. Ça se trouve, hein. Bon, j'étais à un spectacle de danse de Maria Teresa de Kersmaker, qui s'appelle Rain. Bon, c'était intensément poétique, mais on en voit un comme ça tous les 2 ans ou tous les 3 ans si on a de la chance, c'est de la danse. Ouais. Donc la corrida permet d'exprimer certaines émotions et la littérature de les retranscrire, c'est ce que vous voulez dire ? Mais oui, on peut les retranscrire par la danse, hein. On peut les retranscrire par le chant, et tout ceci se mêlant. Bon, quand on va à la corrida en Espagne, bon, enfin en tout cas en Andalousie, il y a nécessairement du flamenco. On chante aussi à Madrid, on chante aussi au Pays Basque. Moi, je suis plus Bilbao que Séville, mais on chante à Bilbao aussi. J'aime beaucoup Bilbao. Oui. Zut, on va pas arriver à trouver un désaccord, majeur. Et dans le flamenco aussi, il y a le fameux duende. Hein. Il y a des chanteurs flamenco qu'à un moment donné, bon, il se passe pas grand-chose, et puis tout d'un coup, il y a pendant une minute, duende, 2... Oui, c'est-à-dire c'est être habité, et c'est, en tauromachie, ils le disent, torea gustandose. Il se plaît lui-même en toréant lui-même. Il se torée lui-même. Il torée lui-même. En français, on dit torer pour lui. Et c'est souvent là que ça donne où il se fait griser par le taureau. Et là, alors là, c'est, on va dire, le duende, c'est être habité, ce truc, cette espèce de grâce, quoi. La grâce. Oui. François, pour la littérature, vous auriez un ouvrage que vous voudriez citer pour nos auditeurs ? Bon, je pense qu'il faudrait parler de l'ensemble des ouvrages qui sont publiés par les éditions Verdier. Parce que très bonne référence. Il y en a beaucoup, et puis il faut piocher dedans. Alors je sais pas, peut-être Recouvre-le de lumière, qui doit être écrit par Alain Moncouquiol, qui est donc le frère de Christian Moncouquiol, qui était le torero français Limeño 2. Voilà. Il y a peut-être un livre facile à lire, pas très technique, mais suffisamment éclairant pour initier. C'est écrit par François Garcia, toujours aux éditions Verdier, qui doit s'appeler on mettra ça Bleu et or, cravate noire. Tout ça, c'est édition Verdier. Lui, c'est un Français d'origine espagnole, puisqu'il s'appelle Garcia, et qui raconte sa jeunesse à Madrid quand il a essayé d'être torero. On apprend plein de choses, à la fois sur l'ambiance, sur comment on débute pour être torero, les difficultés, la technique, comment il faut faire. Je pense que c'est un bon ouvrage pour... Et tous les classiques, oui. Donc le prix Goncourt, par exemple, Joseph Perret, Sang et Lumière, ou bien Ernest Hemingway, Mort dans l'après-midi. Je pense qu'il faut lire les Joseph Perret, parce que je dirais pas que c'est extraordinaire, c'est daté, c'est des livres... Il faut, je ne sais pas. On peut. Non, moi je dirais il faut... Enfin, les aficionados, on essaie de tout lire, ou de presque tout lire sur le sujet. Mais Joseph Perret, c'est une époque, voilà. Alors, des fois, c'est un peu, comment dire, l'espagnolade, plutôt. Alors, plus récent, et toujours chez Verdier, Francis Marmande, qui a dû publier au moins 3 livres chez Verdier. Alors, c'est l'ancien critique tauromachique et de jazz du Monde. Il écrit plus dans le Monde. Enfin, il écrit sur autre chose, qui a une écriture très torera et très jazz, pour moi. Une belle écriture. D'accord. Donc, on mettra tout ça en ligne sur le blog. Édition Verdier, il y a plein de choses. Après, il y a d'autres éditeurs. Édition Kern, tu me disais. On l'a dit ensemble. Un poète. Olivier Deck, voilà, grand poète. On fera une petite bibliographie qu'on mettra Vidal, aussi, sur le blog. Qui écrit pour Kern et pour Verdier. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, on a oublié Jacques Durand, qui est l'ancien critique de Libération. D'accord. Alors là, de toute urgence, tous les bouquins de Jacques Durand, parce que... D'accord. Il a vraiment la sensibilité pour ça, quoi. C'est vraiment excellent. D'accord. Eh bien, merci François Romarin, et merci Claude Lenormand
d'avoir été nos invités pour cette émission de Méridien Zéro consacrée à la corrida. Donc en conclusion, ce qu'on peut peut-être essayer de dire, c'est qu'en effet, les auditeurs... Viva los toros. Viva los toros. Les auditeurs ont peut-être pu voir qu'il y avait au sein des aficionados beaucoup d'amour du taureau, mais vraiment aussi beaucoup de différences dans la façon... de toute façon, c'est une tradition qui est complexe. Et on espère vous avoir rendu un minimum l'ambiance qu'il y avait dans les arènes, de vous avoir expliqué tout ça. Essayez d'y aller, de voir par vous-même et ensuite de pouvoir juger. Viva los toros et merci. Au revoir. Au revoir.